Bonjour à tous, merci d'être venus nombreux ce soir à l'espace Confond pour cette nouvelle soirée organisée par l'association Infiniscience. Infiniscience, c'est une association qui a été créée en 2016 qui a pour objectif d'inviter à Clermont-Ferrand des scientifiques de renom pour qu'ils présentent leurs travaux de recherche au grand public, c'est ce qui va se passer ce soir, mais aussi auprès des jeunes, et c'est pourquoi cet après-midi, avec notre invité d'aujourd'hui que je vous présenterai dans un instant, eh bien, on est allé au collège de la Charme à Clermont-Ferrand. Et puis il y a eu une séance de dédicace aussi. Pour ceux qui n'ont pas pu venir à la séance de dédicace, vous avez vu, il y a des livres qui sont à la sortie. On prendra le temps de faire des dédicaces si ça vous intéresse. Je vais vous présenter les prochains événements d'Infiniscience. Donc on va se revoir cet été à Chamalières au festival Astroverne. Normalement, vous avez tous dû avoir des flyers en entrant. Donc Astroverne, c'est un festival qui se déroule sur 3 jours, 18, 19 et 20 juillet. On va recevoir 3 conférenciers, Hélène Courtois de Lyon, Éric Lagadec de Nice et Olivier Bernet de Toulouse. Donc ça, c'est pour les grandes conférences du soir à 21h30, c'est gratuit. Et le matin, il y a des ateliers pour les enfants, c'est de 10h à midi. Pareil, c'est gratuit, mais il faut vous inscrire à l'avance sur notre site. On a des jeux aussi, on va offrir des télescopes grâce à nos partenaires, notamment MEDAS, qui est l'entreprise qui fabrique les télescopes à Vichy. Donc ça, ce sera tous les soirs à 19h30 sur un jeu autour de la buvette. Parce que vous avez compris que le festival est gratuit, il faut bien qu'on gagne un peu de sous, donc ce sera avec la buvette. Et voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Il y aura des séances de planétarium, des observations du ciel, un spectacle d'impro qui aura lieu le vendredi soir, des tables rondes autour de la protection du ciel nocturne. On fera un hommage à notre parrain, Hubert Reeves, qui nous a quittés en octobre dernier. Voilà, c'est pour le festival Astroverne, c'est pour cet été. On se retrouvera aussi le 8 octobre pour la fête de la science avec Éric Tarsenti, médaille d'or du CNRS, biologiste marin, qui travaille sur comment le plastique qu'on consomme, qu'on jette, se retrouve in fine dans nos assiettes qu'on mange, puisque en fait les poissons que nous consommons vont manger le plastique que nous avons jeté. Voilà, donc ça c'est intéressant, ce sera le 8 octobre. Suivez-nous sur Internet, sur Facebook, Twitter et Instagram, vous aurez toutes les infos. Et maintenant j'en viens à la présentation de notre invité de ce soir, pour vous dire que pour faire de la médiation scientifique à Infiniscience, il faut être très patient. Parce que Sabrina Krief, qui est notre invitée de ce soir, on essaye de la voir depuis 2018. Au lendemain, parce que son nom, et ça va me permettre de faire un clin d'œil à quelqu'un qui était venu nous voir et qui est malheureusement décédé depuis, qui s'appelle Yves Coppens, qui nous avait dit, écoutez, si vous voulez inviter une conférencière exceptionnelle, il faut inviter Sabrina Krief. Évidemment, nous, on a fait ça dès le lendemain, 2018. Et quand vous avez un chercheur de terrain, il faut réussir à l'attraper quand il est en France, et surtout qu'il accepte de venir à Clermont-Ferrand. Et Sabrina peut vous confirmer que venir à Clermont-Ferrand aujourd'hui, par exemple, c'est assez compliqué, notamment le train qui nous a fait quelques soucis, puisque je ne donnerai pas la durée du retard qu'a eu le train de Sabrina, pour ne pas faire de mauvaise pub avec SNCF. Donc Sabrina Krief est primatologue, elle est vétérinaire de formation, elle a fait plusieurs postdocs, vous allez voir, elle va vous expliquer tout ça, c'est une primatologue de terrain, et elle travaille en particulier sur les chimpanzés, elle étudie le comportement des chimpanzés et surtout comment ils pourraient nous apprendre à peut-être nous automédicamenter. Je l'ai dit, c'est bon. Voilà, je demande d'applaudir Sabrina Krief et de laisser sa parole. Merci Nicolas et merci à Infiniscience pour l'invitation. Effectivement, ça date un peu, mais je suis bien heureuse d'être ce soir avec vous. Et même si Clermont est un peu loin, ça va quand même, ça mérite vraiment le déplacement. Et c'est effectivement pour des questions d'agenda et de difficulté à concilier terrain et déplacement que j'ai tardé à venir, mais voilà, je suis d'autant plus contente d'être là ce soir. Oui, on va parler chimpanzés, on va essayer d'aller s'immerger dans la forêt tropicale pendant 3 quarts d'heure, 1 heure. Et avant tout, un petit rappel, avant de partir directement dans la forêt, vous rappelez qui sont les chimpanzés. Ce sont une des 500 espèces de primates aujourd'hui encore présentes sur la planète. Une espèce de grand singe parmi 7 autres non humaines. Donc vous voyez au milieu un représentant du genre Pan. Et en bas, vous voyez les 7 espèces. Il existe 2 espèces de gorilles, gorille de l'Ouest, gorille de l'Est, 2 espèces de chimpanzés, le chimpanzé dit commun, mais vous allez voir qu'il n'est pas si banal que ça, et les bonobos, et puis 3 espèces d'orang-outans, avec un petit clin d'œil sur les orang-outans, puisque une des 7 espèces, donc de grands singes, a été décrite tout récemment, en 2017,
Et on peut se dire que c'est absolument incroyable de découvrir encore en 2017 des espèces de cette taille. Évidemment, c'est parce que les orang-outans, comme les autres grands singes, vivent dans des forêts tropicales un peu reculées, et que même s'ils sont de grande taille et il semble facile de les apercevoir, dans certaines parties du globe encore, les forêts tropicales sont relativement difficilement accessibles, et surtout, on n'a pas forcément de quoi vérifier la différence génétique, par exemple, ou comportementale des individus qu'on étudie. Et comme les populations sont fragmentées, c'est-à-dire les individus qui vivent dans des blocs de forêt ne se côtoient pas forcément, on peut arriver à encore découvrir des espèces en 2017. Pourquoi les chimpanzés nous intéressent tout particulièrement ? Ce soir, vous allez le voir, parce que ce sont des habitants des forêts tropicales et que, en les observant, en étudiant leur comportement, on peut mieux connaître cette forêt tropicale et surtout se rendre compte des menaces qui pèsent sur elle, cette forêt dont on dépend et cette forêt dont ils dépendent, mais aussi parce que, en tant que proches parents, ils peuvent nous en apprendre plus sur notre évolution, et c'est quelque chose effectivement qu'on a longtemps discuté avec Yves Coppens, et également parce que mieux connaître les animaux de façon générale, et les grands singes en particulier, peuvent nous permettre de mieux comprendre le monde animal, sachant que nous sommes des animaux pas comme les autres, mais eux non plus, vous allez le voir, ne sont pas des animaux comme les autres. Aujourd'hui, on sait que ce sont des êtres de culture, qu'ils utilisent des outils, on va y revenir, qu'ils ont des systèmes de communication très développés, qu'ils font preuve d'empathie. Et tout ça est particulièrement intéressant quand on s'intéresse, comme moi, à l'automédication, puisque on peut supposer que par toutes ces capacités cognitives, par cette mémoire importante, ils ont la possibilité d'apprendre et de retenir des associations entre des plantes et des symptômes qu'ils peuvent ressentir. Alors, ce sont des grands singes qui vivent en forêt tropicale, comme les gorilles. Vous voyez en orange l'aire de répartition des chimpanzés, assez large, 21 pays d'Afrique, contrairement au bonobo qui, lui, ne vit qu'au sud du fleuve Congo, en République démocratique du Congo. Et ces grands singes africains, donc vous savez maintenant que les orang-outans vivent en Asie du Sud-Est uniquement sur 2 îles, Bornéo et Sumatra, et donc les grands singes africains, ce sont les gorilles et les chimpanzés, les bonobos. Eh bien, malgré cette distribution assez large, il ne reste plus que 300 000 représentants des chimpanzés. Vous voyez que côté bonobo et gorilles, c'est pas tellement mieux, et évidemment que les orang-outans subissent aussi de plein fouet la dégradation de leur habitat. Si les grands singes sont menacés, ils le sont comme les autres espèces de primates, puisqu'on considère que 75% des 504 espèces de primates ont des populations en déclin. C'est particulièrement vrai pour les primates de Madagascar, pour les primates d'Asie, et un tout petit peu moins pour les primates d'Afrique, mais néanmoins la menace reste importante. Et la principale cause de disparition des primates, de fragmentation de leur habitat, c'est bien l'expansion de l'agriculture intensive, commerciale. Et on estime aujourd'hui que cette expansion de l'agriculture recouvre 75% de l'habitat des primates, parce que ces terres en forêt tropicale, ces terres dans cette zone particulière autour de l'équateur, est particulièrement riche et donc favorable à l'agriculture. Aujourd'hui, vous voyez les courbes qui se croisent, on estime que 10 millions d'hectares de forêts tropicales disparaissent chaque année, et donc que l'agriculture commerciale est responsable de 70% de la déforestation. Donc tout ça est pas réjouissant, évidemment. Ça fait écho à cette crise de la biodiversité, où on estime qu'1 million d'espèces animales et végétales sont menacées. Évidemment, nous sommes des primates et nous ne sommes évidemment pas étrangers, vous l'avez compris, à cette situation. Mais notre espèce risque de subir de plein fouet aussi cette déforestation. Notamment parce que notre
climat dépend très largement de cette forêt tropicale pour sa régulation. On sait aujourd'hui aussi que depuis les années 80, la consommation en eau et en pesticides a doublé, en engrais a triplé, et donc ceci ajoute encore à la perte de l'habitat, puisque en plus donc, de cette destruction s'ajoute une pollution importante, et on reviendra aussi sur la pollution plastique dont vous parlerez peut-être lors de la fête de la science. Donc tout ça concourt à créer des risques importants pour la santé humaine, pour la transmission de pathogènes entre les humains et les animaux, et dans l'autre sens aussi, ce qu'on appelle les anthropozoonoses. Les grands singes et les chimpanzés notamment ont à peu près les mêmes taux de déclin que la moyenne des populations de primates, puisqu'on estime que 70% des populations de grands singes ont disparu au cours des 50 dernières années. Or, puisque le destin des grands singes, des forêts tropicales et des hommes sont liés, c'est évidemment inquiétant, mais c'est aussi une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que, en quelque sorte, on a entre nos mains leur destin, notre destin, et celui des forêts tropicales. Donc avant qu'il ne soit vraiment trop tard, on peut espérer avoir un effet positif si on renverse la situation, et tout cela éventuellement grâce à différents indices. Et vous allez voir, les grands singes sont bien placés pour nous offrir des pistes pour notre avenir. Donc tout d'abord, on va partir en Ouganda pour explorer ce que les chimpanzés peuvent nous apprendre en termes d'automédication, et on va aller voir ce qu'ils ont dans leur pharmacie. Alors, ça fait 25 ans que je travaille en Ouganda, dans le parc national de Kibale, qui se trouve à la frontière entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda, dans un parc de forêt en altitude à 1600 mètres, que vous voyez sur la petite tache verte, là, à côté de Fort Portal. Et pendant une dizaine d'années, j'ai d'abord travaillé sur 50 chimpanzés sauvages qui avaient été habitués à la présence humaine par une équipe d'Harvard qui avait donc fait ce travail d'approche et de mise en confiance des chimpanzés. Et donc, quand j'ai commencé mon travail sur l'automédication, ces chimpanzés pouvaient être suivis de près et on pouvait observer tous leurs comportements, même les plus rares, même les plus furtifs, pour essayer de détecter s'ils utilisaient des plantes particulières. Alors le parc se trouve en altitude, donc à la frontière avec la zone du Rwenzori, ces montagnes que vous voyez au loin, qui est une zone volcanique elle aussi, avec des lacs de cratères, et puis donc les flancs des montagnes couvertes de forêts quand ce n'est pas d'agriculture. Vivent dans ces forêts un millier de chimpanzés dans une aire protégée. Donc il y a un parc national qui est géré par l'Uganda Wildlife Authority et donc protégé par des rangers. Et là, j'ai appris à connaître les chimpanzés, à découvrir donc qu'ils utilisent des outils. Vous voyez ici Kilimi, qui est une jeune femelle, qui essaye de se procurer du miela d'abeilles charpentières, qui a construit une galerie au fond de cette branche morte. Et donc en taillant une baguette, en l'ajustant à la bonne taille, elle est capable d'aller récupérer des larves et du miela. Mais les chimpanzés ont aussi des comportements culturels, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas universels, qui ne sont pas pratiqués par l'ensemble des chimpanzés africains, et qui se distinguent donc par des différences entre groupes. Un peu comme des ethnies humaines n'ont pas les mêmes cultures, on peut décrire aussi une ethnographie des chimpanzés. Et donc ça, par exemple, c'est un geste culturel qui n'est pas matériel, puisqu'il n'y a pas un outil en particulier, qui n'est pas à visée alimentaire, et qui est bien un geste social, qui s'appelle la poignée de main au-dessus de la tête. Donc c'est un moyen pour les chimpanzés de s'épouiller mutuellement. Donc les chimpanzés s'épouillent, non pas uniquement pour enlever les parasites, mais aussi pour socialiser, en fait offrir et recevoir des papouilles, ce qui fait que ça détend, ça crée des liens, voire ça resserre des liens, voire quand des chimpanzés se sont disputés, ça permet de se réconcilier. Donc le comportement d'épouillage est très fréquent chez les chimpanzés. Ils peuvent passer de longues minutes, voire des heures, à s'épouiller au sol comme ça.
Et ce comportement de poignée de main est donc unique à certaines communautés. D'autres comportements sont sociaux et c'est plus dur de les décrypter. Ils peuvent être médiés par des outils ou des moyens matériels. Et là, c'est le cas d'Imousso qui s'est donc saisi d'une feuille et qui a commencé à l'épouiller. Donc au tout début, moi je me demandais si ces chimpanzés avaient des problèmes là, à aller épouiller des feuilles. Et en fait, il a fallu du temps pour qu'on arrive à mettre un nom et à comprendre la signification de ce geste-là. Et de vraiment étudier le contexte dans lequel il le faisait. Et on s'est rendu compte que c'était un signal pour demander à un congénère de s'intéresser à lui et de venir l'épouiller. Et c'est tout à fait particulier parce que aujourd'hui, donc je travaille à y revenir dans une communauté qui est plus au nord, qui eux aussi utilisent des feuilles et puis ils portent attention et ensuite en font des sortes de confettis. Et dans ce cas-là, c'est un signal de cours pour inviter à la copulation. Donc il faut vraiment être au courant et se rendre compte que chez les chimpanzés, ce sont les femelles qui migrent à l'adolescence. Et donc à elles aussi, il leur faut apprendre ces codes et significations. Parce qu'évidemment, il faut comprendre pourquoi tel mâle déchiquette des feuilles et en fait des confettis et pas confondre la signification. Donc il y a un apprentissage qui se fait et un apprentissage qui perdure pendant la vie, y compris après l'adolescence, par exemple pour les femelles quand elles migrent. Et puis il y a des comportements tout à fait étranges, pour lesquels on n'a pas encore trouvé la signification, et c'est le cas de la danse de la pluie, comportement qui est aussi très difficile à filmer et à prendre en photo, puisque bien sûr, non seulement il fait sombre dans la forêt tropicale, mais quand en plus il y a de l'orage, il faut profiter d'un rayon de soleil pour pouvoir prendre ces photos. Et là, donc dans les cas d'orage violent, les chimpanzés vont se mettre en bipédie, s'hérisser, doubler de volume et faire une sorte de balai comme ça entre les arbres, dans le sous-bois. Et ce sont souvent les mâles qui se déambulent comme ça dans le sous-bois en bipédie. C'est tout à fait impressionnant et on ne sait pas le sens de cette danse de la pluie. Donc, sur la base de ces comportements culturels, on peut se demander si les chimpanzés ne seraient pas aussi capables de se soigner et si, peut-être, ces comportements pourraient varier entre les groupes. Certains pourraient être plutôt bons en pharmacopée, d'autres moins. Certains pourraient utiliser certaines plantes, les voisins pas forcément les mêmes. Et donc, voilà, c'était l'hypothèse que je voulais tester lorsque je suis arrivée en Ouganda. Parce que, au moment de mes études vétérinaires, j'étais partie 6 mois suivre des chimpanzés orphelins en République du Congo. Et ces chimpanzés qui avaient été élevés par des humains, qui s'étaient trouvés donc, pour la première fois seuls en forêt tropicale, avaient utilisé des plantes que les villageois me disaient être des plantes qu'ils utilisaient dans leur village pour se soigner. Et donc quand un chimpanzé par exemple mangeait une écorce, il disait tiens ça c'est bizarre, nous on l'utilise pour les diarrhées, une feuille, tiens ça c'est bon pour la toux. Et là je me suis vraiment interrogée à savoir est-ce que ces jeunes chimpanzés orphelins qui avaient été élevés par des humains se plantaient complètement et donc mangeaient un peu n'importe quoi. Est-ce que c'était le hasard? Est-ce qu'ils allaient apprendre et éviter après ces plantes-là? J'ai continué un petit peu à étudier ça, j'ai reçu les fiches de données, j'ai fait les analyses et je me suis rendu compte qu'ils continuaient à utiliser ces plantes. Et c'est pour ça que je suis partie en Ouganda travailler sur des chimpanzés sauvages pour vérifier cette hypothèse et voir ce qu'il se passait dans un autre contexte, donc un contexte où les chimpanzés n'avaient pas été en contact avec les humains. Donc ça nécessitait de mobiliser plusieurs disciplines, puisque ça s'appelle Infiniscience, je vais le citer, l'éthologie, la médecine vétérinaire, la parasitologie, la chimie, la microbiologie, l'ethnologie et la botanique. Pourquoi tout particulièrement, par exemple, la parasitologie? Parce que ces chimpanzés étant sauvages, il va nous falloir trouver des évidences de leur maladie. Or, on va garder une distance de 8 à 10 mètres avec eux, donc on ne pourra pas faire de prise de sang, on ne pourra pas faire de palpation, et donc le diagnostic reposera sur des indices indirects de maladie, et les parasites digestifs sont des bons indices de ces problèmes éventuels de santé. Et puis la botanique, parce qu'il faut bien sûr identifier les plantes,
Et malgré le fait que cette forêt soit un parc national, il y a encore pas mal de plantes qui sont inconnues et qui ne sont pas identifiées. L'ethnologie, parce qu'on va aller confronter nos observations avec les pratiques médicinales des villageois à côté. La chimie pour faire l'analyse des plantes, au cas où elles ne soient pas encore connues. Et la microbiologie pour tester les activités de ces plantes sur des agents pathogènes humains, puisque l'objectif est de savoir si les chimpanzés qui sont nos plus proches parents se soignent et si ça peut être utile pour la médecine humaine. Donc encore faut-il observer les chimpanzés avec des symptômes, en tout cas être capable de les trouver grâce aux échantillons, voir cette consommation et ensuite observer la guérison pour essayer d'avoir l'ensemble des symptômes, consommation et état qui suit, qui nous permettent de dire qu'il s'agit bien d'automédication et pas de hasard. Et la parole. Donc je vous le disais, les chimpanzés communiquent beaucoup, ils communiquent vocalement, ils communiquent par le biais de mimiques, par des postures, mais évidemment la communication longue distance par des vocalisations, c'est le moyen pour annoncer à leurs congénères qui sont arrivés dans un grand arbre avec des fruits et qu'il y a beaucoup à manger. Parce que les chimpanzés vivent en groupe social qu'on appelle des communautés, mais ils se forment des petits sous-groupes qui changent dans le temps de composition et de nombre. Et donc, quand on est dans un grand arbre, on peut avoir un individu, une mère et son jeune, ou bien un groupe d'une vingtaine de chimpanzés, et tout ça, ça varie au cours du temps. Là, j'ai eu la grande chance de pouvoir monter avec eux, donc à 30 mètres dans un arbre avec les chimpanzés. On ne savait pas comment ils allaient réagir. Et en fait, probablement qu'ils se sont rendus compte qu'on était complètement incompétents au niveau arboricolie. En fait, on était accrochés avec notre baudrier au tronc d'arbre, on n'a pas bougé. Et ça nous a permis d'avoir des observations assez incroyables. Parce que, évidemment, quand on est 30 mètres plus bas, on ne voit pas aussi bien la façon dont les chimpanzés sélectionnent les fruits et la façon dont ils interagissent, notamment les mères, entre eux, et notamment donc, les mères avec leurs petits. Donc là, on est dans un gros ficus, donc un figuier sauvage. Tout le monde se régale. Et donc, ce qui est particulièrement intéressant, c'est de savoir quelles sont les parties de plantes consommées. Donc là, ce sont les fruits mûrs, de voir comment la mère encourage sa petite à prendre par elle-même des figues, à essayer de se nourrir. Mais vous voyez que là, elle a pris une figue pas mûre. La petite se dit, bah tiens, ce sera peut-être plus facile de prendre directement dans la bouche de maman. Encore un petit encouragement de la mère. Et là, hop, c'est un peu mieux. La figue est un peu plus mûre. Donc là, elle a un âge, elle a à peu près 6-8 mois, où elle tète encore, mais elle commence à manger solide. Elle fait parfois des petites erreurs. Pas si évident. Alors que la mère, vous voyez, elle glisse sa main dans une grappe qui a l'air pas mûre, et elle arrive à trouver des figues mûres en utilisant tous ses sens. Parce qu'elle va probablement palper, regarder, enlever le pédoncule. Vous avez vu, elle a enlevé la petite tige. Hop, là encore. Souvent, elle passe juste sous son nez pour sentir. Et donc, ce qui est particulièrement intéressant, c'est vraiment de savoir quelle est la partie consommée. Or là, vous voyez qu'il y a une grosse partie des figues qui ne vont pas être consommées, qui vont être recrachées. Cette partie qui est la chique, en fait, c'est ce qui reste après que les chimpanzés aient exprimé le jus et fait une sorte de jus de figue, et qui ensuite va permettre donc de recracher tout ce qui est pas très digestible. Donc quand ils ont très faim, ils vont avoir tendance, comme la mère que vous avez vue là, à manger très vite les figues, puis après, très rapidement, l'estomac est rempli. Et donc ensuite,
Ils vont principalement faire du jus et récupérer comme ça encore un peu de sucre et un peu de substances caloriques. Donc il faut faire ces observations pour savoir quel est le régime alimentaire habituel, quelles sont les parties de plantes consommées, pour après pouvoir savoir qu'est-ce qui ne fait pas partie du régime alimentaire habituel, qu'est-ce qui peut être un médicament, sachant que ce médicament aura a priori un goût particulier, donc sera amer, astringent, etc. Parce qu'il est porteur de molécules qui soignent et qui, si on en prend trop, seraient toxiques. Et pour nous, comme pour les chimpanzés et les autres animaux, le goût et l'amertume est un signal qui indique « attention, danger, ne pas trop en consommer ». Et ces molécules donc, toxiques se retrouvent principalement dans ce qui va servir à la plante pour se protéger. Les écorces, les feuilles, etc. Si la plante se retrouve avec des prédateurs qui mangent toutes ces écorces, elle va finir par mourir. Donc ces écorces avec ce goût amer sont vraiment un signal. Ce qui pour nous va être important, c'est vraiment de noter quelle partie de plante est mangée. Donc une première partie consiste aussi à donc, faire un diagnostic. On a parlé des selles. Il y a aussi un diagnostic qui passe par les urines. Et voilà le matériel et la méthode qu'on utilise pour aller récupérer les urines quand un chimpanzé fait pipi depuis un arbre. Donc on enfile le sac plastique sur la branche et hop, quand le chimpanzé fait pipi, on essaye de diriger juste le sac plastique et pas sa tête sous le jet d'urine, sachant que c'est pas toujours évident parce que ça rebondit évidemment sur les feuilles. Mais malgré tout ça, ça nous permet de faire des bandelettes urinaires. Et puis, avec le temps, on apprend à reconnaître les baies et on discute aussi le plus possible avec nos assistants, notre équipe, et puis les médecins traditionnels. Et donc là, par exemple, cette plante-là, c'est du Phytolacca dodecandra. Ceux qui utilisent un peu de phytothérapie, ça se trouve aussi en France. Et c'est une plante qui est connue pour ses propriétés antiparasitaires. Et donc, quand les chimpanzés en consomment, on voit souvent un effet avec notamment une diarrhée. Donc il faut savoir si la diarrhée était la cause de la consommation ou si la diarrhée est la conséquence avec l'expulsion des parasites et aussi parfois une consommation un peu trop excessive de ces plantes. Donc une partie évidemment de diagnostic et de diagnose de plantes, et puis des cas encore plus particuliers comme ici Makoko, qui un jour est arrivé en boitant, alors que tout le reste du groupe montait dans un grand ficus. Lui est resté au sol, n'a pas consommé de figues, et par contre, j'ai pu le suivre, et toute la journée, il n'a pratiquement mangé que des feuilles, et des feuilles qui n'étaient pas connues comme faisant partie du régime alimentaire des chimpanzés. Pendant la première année, en fait, j'ai vraiment consigné tout ce qu'il mangeait, et après un certain temps, j'ai pu trouver plus de 300 aliments différents dans le régime alimentaire des chimpanzés. Donc quand il y avait quelque chose qui n'en faisait pas partie, ça attirait mon attention. Et là, ces feuilles étaient extrêmement amères. J'essaye de goûter aussi, donc pour les raisons dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce que les chimpanzés mangent. Ils mangeaient en plus que les très jeunes feuilles de petites pousses. Et donc ça a vraiment attiré mon attention. J'ai récolté les plantes. Le lendemain, il allait un petit peu mieux. Et j'ai interrogé les villageois autour. Ils m'ont dit que c'était une plante qui était utilisée comme antidouleur. Et donc ça a vraiment motivé mon travail. Donc, pendant ma thèse, j'ai pu isoler 2 molécules complètement nouvelles, les trichérubines A et B, c'est nous qui leur avons donné ce nom-là, qui se trouvent être extrêmement actives contre l'agent du paludisme, Plasmodium falciparum, et notamment un plasmodium qui est résistant aux molécules qui existent déjà. Donc, une source potentielle de nouvelles médecines pour les humains. En tout cas, l'idée, c'est de copier, de synthétiser ou d'émi-synthétiser ces molécules et pas d'aller collecter tous les trichilia de la forêt. Donc, quel rapport, vous allez me dire, entre la boiterie de Makoko et cette consommation? Alors, en fait, quand on travaille sur l'automédication, on imagine que les chimpanzés sont capables d'associer des symptômes avec des plantes, mais pas forcément l'origine et la cause de ces symptômes. Donc si par exemple Makoko avait mal à la tête, parce qu'il avait un palu, peut-être qu'il a consommé ces feuilles-là pour lever les maux de tête.
Et en même temps, quand on a mal à la tête, il faut être capable de faire la différence entre tiens, j'ai mal à la tête et j'ai mal à la jambe. Donc peut-être que comme il avait mal à la cheville, la fois d'après, comme la première fois qu'il avait consommé des feuilles de trichilia, ça lui avait enlevé ses maux de tête, peut-être a-t-il consommé ces feuilles-là en se disant tiens, ça va peut-être aussi améliorer mes douleurs de la cheville. Mais néanmoins, ça nous a permis de nous intéresser et de nous focaliser un peu plus spécifiquement sur le trichilia. Et on s'est rendu compte que c'était une plante qui était consommée quand même relativement régulièrement par les chimpanzés. Alors quand je dis régulièrement, c'est peut-être une fois tous les 3 mois. Et qu'il semblait y avoir un individu seulement du groupe et que ce n'était pas toujours partagé par le groupe. Donc ça nous a vraiment engagés à poursuivre notre travail sur ce palu, et j'y reviendrai. On a d'autres exemples qui nous permettent de voir des exemples où le chimpanzé a des symptômes. Donc c'est le cas de Kilimi, qui donc ce matin-là mangeait des écorces d'Aplysia grandis bracteata, alors que le reste de sa famille n'avait pas consommé ces écorces. Je la suivais depuis 3 jours parce qu'elle avait des troubles digestifs, de la diarrhée, de la constipation, etc. et des parasites digestifs. Et quand Kilimi a consommé cette plante-là, j'ai pu la suivre encore pendant 2 jours après. Ses selles étaient redevenues normales, il n'y avait plus de parasites. Et là encore, ces écorces sont connues en médecine traditionnelle et en Ouganda pour traiter les maux de ventre, notamment les ballonnements et les parasites. Donc pareil, j'ai récolté les écorces. Quand je dis j'ai récolté les écorces, c'est pas un petit morceau d'écorce, il faut au moins 2 à 3 kilos de chaque partie de plante pour après pouvoir faire les extraits, tester sur les différentes cibles d'agents pathogènes et ensuite aller jusqu'à la molécule. Et là, c'était encore plus compliqué parce qu'en fait, les extraits qui fonctionnaient contenaient des saponosides, qui sont des substances qui moussent et qui sont extrêmement difficiles à travailler en chimie. Et donc il m'a fallu plus d'1 an de postdoc pour réussir à isoler ces 3 malheureuses molécules, donc un peu fastidieux et pénible comme travail, mais néanmoins vraiment extrêmement gratifiant, puisqu'on a confirmé que l'extrait était actif sur les parasites digestifs, mais aussi que ces molécules étaient actives contre des cellules tumorales, et donc pouvant offrir là encore un exemple pour les chimistes pour essayer de savoir quelle est la partie de la molécule qui la rend active et reproduire ça pour synthétiser de nouvelles molécules. Donc ces 2 exemples étaient particulièrement intéressants. On a pu mettre en évidence une vingtaine de plantes qui avaient des activités biologiques. On a isolé d'autres molécules, d'autres plantes et d'autres parties plantes, notamment certaines contre les toux et les maux de gorge. Mais très vite m'est venue la question, mais comment ils font? Est-ce qu'ils apprennent tout seuls? Est-ce qu'ils apprennent en observant leurs congénères? Donc on s'est vraiment concentré sur les interactions entre individus pour essayer de voir, quand un individu mange quelque chose d'inhabituel, ce que font les autres. Alors particulièrement les relations entre les mères et les enfants, mais aussi quand il y a une plaie, que font les autres? Est-ce qu'ils sont intéressés? Est-ce qu'ils viennent voir? Pourquoi on parle toujours d'automédication et pas de soins aux congénères? Tout ça était bien compliqué, mais on a pu voir que l'individu référent, c'est en général un individu adulte entre 25 et 40 ans qui attire l'attention des autres, qu'il soit jeune ou adulte. Donc il semble y avoir un individu qui connaît bien certaines propriétés des plantes de la forêt et qui attire l'attention des autres. Donc ça, c'est une première chose. Donc, il y a probablement un apprentissage individuel par essai-erreur et grâce au goût, une imitation et en tout cas une émulation à l'observation des congénères quand ils mangent quelque chose d'inhabituel. Et enfin, la difficulté de soigner les autres, c'est que toutes les plantes à disposition ne se trouvent pas juste à côté. Certes, elles sont dans l'habitat, dans le territoire, mais parfois il faut faire 200, 300 mètres, 1 kilomètre avant de la trouver. Donc on peut faire ça pour soi, mais aller le faire pour un congénère, donc ça voudrait dire être capable de diagnostiquer la maladie chez l'autre,
être capable de savoir quelle plante il faudrait lui donner ou lui appliquer s'il s'agit d'une blessure, lui ramener et sans que le copain n'ait bougé. Donc ça semble quand même vraiment difficile à imaginer que, vu le système social des chimpanzés et le fait qu'ils ne vivent pas toute la journée ensemble, ça puisse être pratiqué de cette façon-là. Mais on garde l'œil ouvert et on continue à observer ça. Mais assez rapidement, en fait, après ces 10 premières années, mes collègues d'Harvard ont souhaité qu'on change de groupe parce que donc j'avais obtenu un poste au muséum, j'avais des étudiants, une équipe qui commençait à grandir. Et quand on observe les chimpanzés, on ne peut pas être plus de 4, 5 avec le groupe sans que ça les perturbe. Ils nous ont gentiment fait comprendre que ce serait pas mal si on essayait d'aller travailler ailleurs. Donc, grosse déconvenue, grosse angoisse. Comment, quand on vient juste d'avoir un poste et qu'on a prévu de travailler sur l'automédication pendant encore de longues années, retourner et trouver une possibilité. Donc en fait, les Ougandais, avec lesquels on avait noué des accords de collaboration, puisque bien sûr pour travailler sur les plantes médicinales ougandaises, il faut avoir des collaborateurs, et on l'a fait avec eux, on a monté des labos de chimie, etc. Donc eux continuaient à travailler en chimie. Nous ont dit, nous on voudrait que vous restiez et que vous essayiez de travailler sur un groupe à côté. Moi, ça m'a paru super intéressant parce que justement, ça m'a permis d'imaginer l'avenir et de me dire si jamais on arrive à habituer un groupe voisin, on pourra comparer ce qu'ils mangent et revenir sur cette question de culture. Néanmoins, le temps qu'on habitue ces chimpanzés, il fallait compter 10 à 15 ans, il fallait trouver une autre question de recherche. Donc avec les Ougandais, on a tourné dans le parc, on a essayé de trouver d'autres groupes de chimpanzés à étudier. Au milieu de la forêt, dans une forêt primaire, on a étudié comme ça 10 sites, dont un à Sebitoli, donc qui se trouvait être au nord du parc, qui me semblait vraiment le pire des sites, puisqu'il y avait une route, beaucoup de bruit, beaucoup de pollution. La forêt avait été abîmée dans les années 70, donc une déforestation importante. Et les villageois à qui on demandait est-ce que vous voyez souvent des chimpanzés, nous disaient non, pas tant que ça, il y en a sûrement plus beaucoup. Bon, les Ougandais insistants, on s'est dit on va quand même faire un inventaire, et là on a trouvé la plus forte densité parmi tous les sites qu'on avait étudiés. Donc, parmi les 10 sites, c'était là où la forêt a été détruite, là où il y avait une route, etc., des humains autour, qui avaient plus de chimpanzés. Donc vraiment ça a aiguisé ma curiosité, je me suis dit c'est encore plus intéressant de se demander comment ils réussissent à survivre dans des conditions comme ça que d'aller travailler au cœur de la forêt tropicale où finalement il y a d'autres qui l'ont fait ailleurs. Donc essayons de voir comment chimpanzés et humains réussissent à cohabiter dans cette zone. Et donc là on s'est retrouvé tout au nord du parc dont je vous parlais. On a essayé de définir à peu près une zone qui nous semblait être celle du territoire des chimpanzés qu'on étudiait, donc c'est environ 25 km², une espèce de cul-de-sac, puisque tout autour il n'y a que des plantations de thé, d'eucalyptus, il y a une route qui traverse, et des usines, c'est les triangles oranges que vous voyez, et beaucoup d'habitations, avec une densité de population de 300 habitants au kilomètre carré. Donc, comment ces chimpanzés vivent-ils? Est-ce qu'ils se regroupent au milieu et puis ils évitent les lisières? Est-ce que cette route constitue un obstacle? C'était les questions qu'on se posait. Mais avant tout, il fallait réussir à gagner la confiance des chimpanzés, puisque le recensement qu'on l'avait fait en comptant les nids. Les chimpanzés construisent un nid tous les soirs différent, dans lequel ils vont donc passer environ 10 à 12 heures. Et donc en comptant les nids, on arrive à estimer combien de chimpanzés il y a. Donc avec Jean-Michel, mon mari, avec qui je partage l'intérêt et la passion pour les chimpanzés depuis le début, puisqu'il était parti avec moi en République démocratique du Congo, qui est photographe,
Armé, lui, d'un gros téléobjectif et moi de mes jumelles, on est parti avec l'espoir de pouvoir observer des chimpanzés. Bon, au départ, on a croisé pas mal de choses, d'espèces plus ou moins accueillantes, donc des pitons. C'est une zone de forêt, vous l'avez peut-être vu, avec beaucoup de rivières, bien différentes de Kalewara, qui pourtant n'est qu'à 15 km de là. Dans ces rivières, on trouve également des éléphants, et là, il y a aussi une extrêmement forte densité de population d'éléphants dans la zone où on est. Et je vous assure que croiser des éléphants en forêt, c'est génial, c'est super, vraiment, c'est magnifique. Ça l'est surtout quand on est derrière une caméra trappe comme ça, mais au quotidien, c'est un peu compliqué. Et donc, pendant 10 ans, il a fallu contourner ces obstacles jusqu'à ce que certains chimpanzés finissent par nous offrir leur confiance. Au début, donc c'était une approche à 30 mètres, puis petit à petit, ils arrêtaient de fuir et de dégringoler des arbres pour finalement donc, nous offrir des spectacles de jeu, y compris pour les plus jeunes, des interactions particulièrement étroites, des utilisations d'outils. Donc ça, c'est le chimpanzé que vous avez vu sur la première diapo quand vous êtes arrivé, là, avec le titre Woody, qui était beaucoup plus jeune et qui donc déjà utilisait des outils. Certains individus orphelins qu'on a appris à mieux connaître et puis qui en plus avaient les stigmates en fait de cette proximité avec les humains. Donc, vous voyez ici sa jambe gauche blessée, c'est Kazinga. Il a fallu apprendre à les reconnaître. On a beaucoup utilisé les caméras trappes qui nous donnaient des informations sur les groupes. Donc les chimpanzés passent beaucoup de temps au sol, notamment entre midi et 15 heures, parce que en haut dans la canopée il fait chaud, et donc le sol c'est le meilleur endroit où s'épouiller, où interagir, où jouer. Et donc nous on a dû ouvrir environ 120-130 km de chemin pour pouvoir les trouver, les suivre et se déplacer un peu plus rapidement, parce qu'au début il fallait parfois 6 à 8 heures pour faire 100 mètres dans la forêt. Et puis donc on a appris à reconnaître les vieux. Alors je vous montre quelques portraits parce que souvent on me dit mais comment vous faites pour identifier les chimpanzés? Vous allez voir juste avec ces quelques images qu'ils sont bien tous différents. Donc ici Neptune, donc on leur donne des noms pour pouvoir les identifier. Ensuite on a un code qui correspond de lettres et qui nous permet lors des prises de données systématiques d'utiliser ces codes. Mais évidemment on a identifié une centaine de chimpanzés et on est incapable de se rappeler des numéros de chimpanzés ou des codes de chimpanzés. Donc c'est bien les noms qui nous permettent de les reconnaître. Donc Neptune, qui est donc un des plus vieux chimpanzés, avec sa barbe grise et aussi ses poils marrons au niveau des jambes. Yalette, aussi une ancienne vieille, qui elle ne voyait pas très bien, n'entendait pas très bien, qui est morte l'année dernière. Kitaka, donc elle a la particularité d'avoir l'ensemble des poils autour de la tête, mais aussi sur les jambes et les bras très clairs. Elle est presque blonde. Elliot, le mâle alpha, donc de façon assez étonnante, on a pu déterminer qu'il était mâle alpha quand on est arrivé, et aujourd'hui il l'est toujours. Donc ça fait pratiquement 3 quinquennats, donc vraiment une longévité en termes de tête de groupe tout à fait particulière. En général, les chimpanzés alpha le restent 2 ou 3 ans avant d'être challengés. En fait, Elliot a une façon de régner assez consensuelle. Il est assez peu violent et a priori, il y a peu d'individus qui essayent de le défier.
Ulysse, donc lui vous voyez qu'il a gardé, bien qu'il soit adulte, une pigmentation un peu rosée autour des yeux, tout comme Woody que vous aviez vu. Butchaman, donc lui est foncé de visage mais a autour des yeux des zones claires, comme des lunettes, et puis il lui manque le pied gauche. Et les assistants l'ont nommé ainsi parce qu'il y a un chanteur ougandais qui s'appelle Butchaman, qui est aussi handicapé du pied et donc qui boite. Donc voilà, c'était un moyen mémotechnique pour eux. Et puis tout plein de petits avec des particularités dont on va reparler, notamment ce nez que vous voyez qui n'est pas tout à fait normal. Koji qui est extrêmement joueuse, donc ça c'est une mimique de jeu, ce qu'on appelle les play face. Donc en général on arrive très bien à identifier les émotions des chimpanzés parce que leurs expressions faciales sont assez similaires des nôtres. Et donc dans ces cas-là, quand un jeune essaye de vous solliciter pour jouer, il faut se tourner, montrer de l'indifférence et ne pas répondre aux sollicitations, puisque notre objectif c'est bien de garder la distance et d'être neutre et d'observer leur comportement. Voilà, Grant, Hugo, Albert, Muscat, Kiprotich. Et au final, effectivement, en faisant une sorte de trombinoscope, on a pu identifier que le groupe qu'on étudiait comptait une centaine d'individus sur 25 km². Donc 4 individus au kilomètre carré, c'est très élevé comme densité de chimpanzés. Mais petit à petit, on s'est rendu compte que, comme tous les autres, même si on était dans une aire protégée, ils subissaient des menaces, mais qu'ils pouvaient aussi servir de sentinelles pour notre santé. Pourquoi ? Parce que sur certains visages, comme sur celui par exemple de Chiara, on a pu voir un bec de lièvre, comme sur celui de Woody quand il était petit, on a pu voir un nez mal formé, ou encore Aragon, et donc lui c'était le plus âgé des chimpanzés qui présentait une malformation au niveau du visage. Et qui plus est, ces individus avaient aussi des membres avec des conformations particulières qui nous semblaient anormales. Donc une des premières hypothèses a été qu'il y avait une consanguinité, peut-être parce qu'ils étaient justement dans un cul-de-sac, que la route empêchait l'immigration. Et puis en fait, petit à petit, on s'est rendu compte que les babouins aussi avaient des malformations congénitales. Donc chimpanzés et babouins naissent avec ces malformations, et donc il nous semblait probable qu'il y ait une cause commune, parce que même si la génétique nous a permis de vérifier qu'il n'y avait pas un père qui était le père de tous les enfants mal formés, on avait encore quand même quelques doutes, mais là le fait qu'on observe ça aussi chez les babouins, ces malformations nous semblaient vraiment inquiétantes. De plus, certaines des femelles de ces bitoli n'avaient pas de cycle sexuel. C'est assez facile de voir quand les chimpanzés sont en œstrus et donc acceptent la copulation. Elles ont un gonflement des parties génitales qui fait comme un ballon rose dans les arbres. Et donc certaines de ces femelles, notamment Chiara ou Galette ou Pénélope, n'avaient pas de cycle sexuel. Donc ça a commencé à vraiment nous inquiéter. Et puis en discutant avec les villageois, ils nous ont présenté des familles, dont la famille de cette petite fille, donc il y avait aussi une malformation faciale. On a aussi des enfants dans les villages à côté qui ont des micropénis, des polydactylies, donc 6 doigts aux pieds et aux mains, beaucoup de retards mentaux. Et donc on s'est interrogé sur le comportement particulier de ces chimpanzés, puisque si c'était spécifique à cette communauté, on s'est dit qu'il se passe peut-être quelque chose qui peut expliquer à la fois qu'ils soient nombreux, mais aussi qu'ils aient des stigmates comme ça sur leur visage et dans leur vie de problèmes environnementaux. Et ce qui fait la particularité des chimpanzés de ces bitoli, je pense que peut-être maintenant vous l'avez compris, c'est que non, ils ne vivent pas au cœur de la forêt et ils vont dans les champs autour pour consommer les aliments qui sont cultivés par les villageois et notamment le maïs. Et donc là, j'ai commencé à m'interroger sur ce maïs et je me suis rendu compte que les semences qui étaient vendues sur les marchés étaient toujours bleues, rouges, vertes, mais jamais jaunes. Par contre, sur les sacs qui étaient en vente, il n'y avait
n'avait jamais indiqué pourquoi ces semences étaient colorées. Donc j'ai pu faire des analyses et trouver qu'il s'agissait de semences enrobées de néonicotinoïdes, donc d'imidaclopride, qui en plus étaient des semences hybrides, donc les fermiers ne peuvent pas replanter, elles ne sont pas suffisamment fertiles. Donc à chaque fois, ils vont rechercher des nouvelles semences. Mais bien sûr, ça n'arrêtait pas les chimpanzés. Donc vous voyez qu'ils sont tout contents d'arriver dans un champ de maïs. Celui-ci est pas beau, mais je l'ai laissé parce qu'on voit justement les chimpanzés rentrer. Certains champs de maïs sont vraiment denses et là, on ne voit pas les chimpanzés rentrer dedans. Mais même quand ils sont en milieu ouvert, ils n'hésitent pas à aller prendre du maïs. Donc là, vous voyez un ragon, une chamane, et puis une femelle qui part en courant les bras chargés. Évidemment, c'est la même chose pour les babouins. Tout le monde rentre allègrement dans ces champs et va se servir. Or, voilà le type de paysage, bien sûr. À gauche, la forêt, des plantations de thé et des plantations d'eucalyptus. Et donc, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, sur 50 hectares de forêt tropicale, on estime qu'il y a 800 espèces végétales qui peuvent exister. Et ça, c'est un milieu favorable pour les chimpanzés. Mais quand on passe en monoculture, notamment monoculture de thé ou en monoculture d'eucalyptus, ni les oiseaux, ni les papillons et bien sûr ni les grands mammifères ne peuvent vivre correctement et notamment sont exposés soit aux pulvérisations directes, soit à évidemment la pollution des rivières, sachant que à la bordure du parc, ce sont des océans de thé. Donc en monoculture, sans arbres pour la plupart, pas du tout en agroforesterie, et que dans les champs de maïs, en fait, les fermiers utilisent des intrants dont pour la plupart du temps, ils ne connaissent pas la composition. Parfois, on leur distribue, on leur donne gratuitement. La plupart du temps, ils ne savent pas lire et écrire, donc même si on leur donnait les consignes pour les dilutions, ils ne pourraient pas forcément les respecter. Évidemment, ça attire et ça favorise les risques pour les animaux sauvages. Un autre risque important, c'est la route. Alors évidemment pour les risques de collision, mais aussi pour cette fameuse pollution plastique qui n'épargne pas la forêt tropicale. Le long de la route, on retrouve des milliers tous les mois. Du coup, mon équipe collecte les bouteilles de soda qui se trouvent le long de la route. Et on retrouve des milliers de bouteilles plastiques. On s'est décidé à vraiment travailler sur l'environnement, à faire des analyses d'eau, de sédiments, de semences, à travailler sur la chair des poissons et aussi donc, à évaluer la pollution de la route, parce qu'en plus de cette pollution plastique, il y a aussi une pollution atmosphérique. La route est extrêmement fréquentée puisqu'elle fait la jonction entre la République démocratique du Congo et Kampala. Et finalement, on s'est rendu compte que à l'ouest, là où les femelles donnaient naissance à beaucoup d'enfants mal formés, c'est là où on avait le plus d'exposition aux pesticides, une sorte de cocktail avec chaque année, chaque campagne qu'on a faite, au moins 15 polluants en mélange, alors qu'à l'est, où en fait il y a beaucoup moins de cultures vivrières et principalement que du thé, on trouvait essentiellement du glyphosate et ses métabolites. Laissant penser donc que à l'ouest, c'était probablement ce mélange et donc la difficulté encore plus grande à pouvoir incriminer un produit en particulier, non, c'est pas possible, c'est le mélange probablement qui crée la nocivité et la toxicité. Par contre, ce qui était aussi assez impressionnant, c'est que quand on a échantillonné la rivière Mpanga, donc au sud de la route, vous voyez écrit Mpanga South, on a trouvé exactement les mêmes polluants. Donc à 4 km des zones d'épandage, exactement les mêmes polluants et quasiment les mêmes concentrations dans l'eau. Donc en fait, cette pollution, elle vraiment voyage et il n'y a pas que les zones de lisière qui sont dangereuses. Donc on a fait l'analyse de ces eaux et on a trouvé qu'il y avait un effet
de l'eau des rivières sur l'axe thyroïdien, sur les axes sexuels aussi, donc œstrogéniques et androgéniques, et également dans certains marécages où les arbres étaient morts, on a également trouvé des activités donc, sur ces axes-là, en utilisant comme modèle qui est utilisé au muséum par des collègues, qui est un tétard qui est en fait un très bon modèle pour la thyroïde, parce que l'axe thyroïdien n'a pas évolué chez les vertébrés tant que ça. Et donc, ce qui en général produit des effets sur la thyroïde du tétard va produire des effets sur la thyroïde des humains et des autres animaux. En ce qui concerne la pollution atmosphérique, la pollution n'était pas très élevée. Et finalement, il nous fallait vérifier que cette pollution passait dans l'organisme des chimpanzés. Je vous ai dit qu'on ne pouvait pas facilement faire de prise de sang. Par contre, c'est pas non plus facile, mais on a quand même réussi à collecter des poils dans les nids des chimpanzés. Et après 1 an et demi, en prenant la pince à épiler et en grimpant les 30 mètres là, pour aller chercher ça entre les feuilles, on a eu suffisamment de poils pour faire les analyses et trouver 60 polluants dans les poils donc des chimpanzés sauvages. On a fait à peu près la même chose sur des poils de chimpanzés du parc zoologique de la réserve de Sijan. On en a trouvé plus et ensuite on a essayé de voir si en les nourrissant uniquement avec des aliments bio, on obtenait une réduction de cette pollution. Donc le nombre de polluants a un peu réduit, mais surtout leur concentration. Et en fait, on s'est rendu compte que la seule chose qu'on n'avait pas fait, qu'on n'avait pas changé, c'était l'eau de boisson. Forcément, même si les aliments étaient bio, ils étaient toujours emballés par du plastique. Donc on retrouvait non seulement les pesticides de l'agriculture, mais également les bisphénols, donc c'est dérivé du plastique. Et par exemple, le bisphénol S était également présent à la réserve de Sijan. Mais ce qui est absolument dingue, c'est qu'en Ouganda, il y a plus de bisphénol S dans les poils des chimpanzés que dans les poils de chimpanzés vivant en France et nourris avec des aliments emballés par du plastique. Donc, que faire en conclusion? Nous, de notre côté, à la station, vous avez vu, on ramasse, par exemple, les bouteilles plastiques, on fait en sorte de recycler, on fait beaucoup de sensibilisation. Sur la route qui a été rénovée, on a posé des panneaux pour expliquer qu'il ne fallait pas jeter ses déchets, qu'il ne fallait pas rouler trop vite, parce que les gens roulent quand même à 140 km/h et les collisions, là, comme ça, vous avez vu, c'est fréquent. On travaille également avec les stations de police, avec les parkings où se garent les bus collectifs. On arrête aussi tous les véhicules pour discuter, enfin pas tous les véhicules, des véhicules, pour discuter avec eux au cas où on voit des personnes qui jettent leurs bouteilles plastiques pour aller discuter avec eux, etc. Et petit à petit, on avance lentement sur ces questions-là. Mais surtout, là où on met le plus vraiment d'efforts, c'est sur une modification des pratiques agricoles. Évidemment, vous l'avez compris, pour la faune sauvage, mais également pour les populations humaines locales, puisqu'il est fort probable que les enfants qui naissent avec ces malformations subissent les mêmes problèmes que les expositions des grands singes. Et c'est dans ce sens-là que j'ai intitulé cette conférence guide vers de nouvelles molécules pour se soigner, mais aussi sentinelle pour nous alerter des risques qu'on peut courir avec ces mélanges d'intrants chimiques qui peuvent être dangereux pour la santé non seulement de la faune, mais aussi pour la santé des humains. Donc avec les villageois, on essaye de mettre en place un projet d'agriculture biologique, d'agroforesterie, notamment autour du thé. Et donc on a déjà avancé sur une recette de thé noir, qu'on appelle du thé noir orthodoxe, qui est d'excellente qualité, puisqu'il y a 2 sociétés françaises qui l'ont acheté en France et qui l'ont vendu à des prix premium, donc parmi leurs meilleurs thés, alors que le thé qui est habituellement vendu en Ouganda, dans cette zone-là, qui est produit, fait du thé noir de mauvaise qualité, ces fameux thés parfumés. Il est surtout vendu vers le Pakistan, mais il sert aussi à certaines marques
très connus, genre Little machin, à faire du thé aromatisé. Et donc là, on a vraiment fait un saut qualitatif énorme. Et en ce moment, j'ai une de mes doctorantes, donc Claire Auger, qui travaille sur l'éventuelle mise en place d'un label qui s'appellerait Chimpanzee Friendly ou Elephant Friendly, et qui confirmerait que quand on achète ce thé-là, non seulement on garantit une conservation de l'environnement, donc une préservation des espèces animales, mais aussi un bien-être humain, une santé humaine, et également des meilleurs revenus. Pourquoi c'est important d'avoir des meilleurs revenus? Parce que les personnes qui braconnent, je ne vous ai pas trop montré les résultats du braconnage sur les chimpanzés, mais on a 30% des chimpanzés qui ont des pieds et des bras en moins, à cause de collets qui sont posés pour attraper du petit gibier. Pourquoi ces gens-là braconnent? Parce qu'ils ont des très faibles revenus, parce qu'ils sont exploités dans les plantations de thé, et que pour se nourrir, ils n'ont pas d'autre choix que d'aller capturer du gibier. Avec un salaire, il leur faut entre 8 et 15 jours pour pouvoir acheter un poulet, alors qu'en posant un piège, ils attrapent une antilope dans la forêt juste à côté. Donc voilà, la question des revenus est cruciale. Et ça ne pourra passer que par des produits de meilleure qualité. Donc on a déjà mis en place certains projets, et notamment certains qui favorisent l'emploi des femmes. Ça va aussi de pair avec d'autres produits artisanaux, notamment le miel. Et ça c'est particulièrement intéressant parce qu'on a mis en place des clôtures de ruches pour éviter que les éléphants ne viennent manger le maïs. Les éléphants ont peur des abeilles, ils sont sensibles à leur piqûre, et donc en suspendant des ruches comme ça le long des plantations de maïs, on évite que les éléphants viennent. Ça marche super bien, sauf quand la clôture est trop proche d'un maïs enrobé d'imidacloprid, où là, vous l'avez compris, ces fameux néonicotinoïdes tueurs d'abeilles tuent les colonies, et donc on se retrouve avec un cercle vicieux, puisque du coup les éléphants viennent et consomment le fameux maïs. Et puis il y a aussi des actions qu'on fait ici, avec notamment l'exposition itinérante du muséum. Si jamais vous avez un musée à Clermont-Ferrand qui veut accueillir cette expo, elle existe encore sur les grands singes. On a souvent la visite de journalistes, mais aussi de dessinateurs. Par exemple, le dessinateur du Monde, Aurel, qui est venu à la station et qui a fait un bouquin très chouette qui s'appelle Singe. Ici, on fait tous les ans une course qui s'appelle I Run for Chimps. On l'a fait au Bois de Vincennes, mais on met aussi en vente des t-shirts qui nous permettent de subventionner nos équipes de lutte anti-braconnage, puisque mon poste de professeur au muséum me permet d'avoir mon salaire, mais pas de faire vivre et d'employer 25 personnes qui sont les salariés donc, de l'association qu'on a montée avec mon mari. Et enfin, donc, le fameux thé dont je vous parlais, avec ces sociétés qui se sont vraiment engagées, qui ont tenté de vendre le thé, qui ont réussi, donc, puisque ça marche bien, et qui en plus soutiennent le projet, puisqu'il y a 1 euro qui est reversé à l'association pour chaque contenant de thé. Voilà, donc aujourd'hui, pour moi, les grands singes incarnent un patrimoine universel, naturel et culturel. C'est pas juste le patrimoine des pays où ils vivent, c'est un patrimoine qu'on devrait élever comme d'autres espèces animales, au rang de patrimoine mondial. On est tous concernés par cette biodiversité qui est en déclin. Ils sont à la fois symboles et indicateurs de la santé de notre planète, de notre espèce, de notre consommation, et ils peuvent aider à la prise de conscience qui petit à petit se fait, mais maintenant c'est temps de l'action. Donc voilà, il est temps de trouver des moyens pour que chacun réussisse à trouver comment améliorer notre consommation pour eux et pour nous tous. Que ce soit les citoyens, mais aussi les entreprises, les politiques, les ONG, ici et puis évidemment là-bas, parce qu'il y a aussi du travail à faire là-bas,
Ça, on essaye de le faire de notre mieux. Et donc, on compte aussi sur les citoyens comme relais pour nous aider dans nos combats, sachant que, évidemment, ce qui est le plus prégnant, en fait, toujours, c'est l'urgence nécessaire de l'action avec le temps long de la recherche et le temps long de la prise de conscience et de la mise en action de tout le monde. Mais petit à petit, en fait, on avance et il y a 10 ans, j'étais moins optimiste qu'aujourd'hui, même si la situation continue à se dégrader. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que la prise de conscience est faite, donc on peut espérer que ça s'en suive des faits. Voilà, merci beaucoup, merci pour votre attention, merci à Infini Sciences pour l'accueil et pour l'organisation de la conférence. Et maintenant, on reste un peu de temps pour des questions. Donc voilà, je vous écoute. Merci beaucoup Samuel Apiel pour cette très très belle conférence. Je suis sûr qu'il y a plein de questions dans la salle. N'hésitez pas à lever la main. Vous avez tout. Le thé, on peut le trouver en grande surface? Ou c'est dans un magasin spécialisé? Alors, Jardin de Gaïa fait de la vente en ligne, par correspondance, et sinon, ils sont en vente dans certains magasins bio surtout, mais pas forcément toute la gamme. Donc ça, c'est la gamme des thés militants. Le plus simple, c'est d'aller sur leur site internet. Ouais. Idem pour les t-shirts. Alors, les t-shirts, oui, j'en ai amené 2-3 là. Les t-shirts, on les vend sur le site Eloasso. Voilà, c'est des t-shirts en coton bio, made in France, imprimés en France, et donc qui nous permettent de soutenir l'équipe anti-braconnage. Il faut savoir que donc, tous les jours, y compris le dimanche, ils partent en forêt pour aller relever les pièges. Et chaque année, c'est entre 200 et 400 pièges, donc collets, qui retirent de notre zone. Donc c'est autant d'animaux sauvés, parce que évidemment le petit gibier en meurt, mais par exemple les éléphants ont aussi les trompes qui sont cisaillées et coupées. Donc sur les caméras trappe, on voit des éléphants avec sa trompe ou bien des morceaux de trompe qui pendent, sans parler donc évidemment des chimpanzés qui n'ont plus de bras, plus de jambes, etc. Donc ce travail-là, en fait, il est indispensable et il va de pair avec la sensibilisation. On n'ose même pas imaginer ce que ce serait si on les retiserait pas et qu'on ne faisait pas cette sensibilisation. Ça nous permet, en fait, on marque les points GPS, on essaye de voir dans quelle zone il y a le plus grand nombre de pièges ou d'activités illégales de coupe d'arbres. Et ensuite, on va faire la sensibilisation, enfin l'équipe va faire la sensibilisation, soit auprès, par exemple, des campements de thé, soit dans les villages, les écoles, etc. Et c'est un travail de longue haleine. Ouais, il y a une question aussi. Merci beaucoup pour votre intervention, c'était super. Moi, j'ai 2 petites questions. La première, c'est est-ce que vous avez déjà observé de l'empathie des grands singes envers vous ou envers l'espèce humaine? Et l'autre question, c'est est-ce qu'il y a déjà eu des tests et est-ce que ça s'observe quand on fait peut-être qu'on fait de la réintroduction de grands singes, donc je pense qu'il y a on parle d'imprégnation ou d'effet de l'homme. Et comment est-ce que la transmission, est-ce que ça se fait, et est-ce qu'il y a des transmissions, comme vous parlez de culture, de groupes on va dire naturels, avec des groupes qui ont été imprégnés par l'homme, et comment ça s'observe? Voilà, les 2 questions, l'empathie et ça. Merci beaucoup. Alors, l'empathie en milieu naturel, comme on le vit, des grands singes envers les humains, non, j'ai pas vraiment d'exemple à vous donner. Il faut savoir que quand on est malade ou quand on est blessé, on ne va pas en forêt. Et par chance, je touche du bois, il ne nous est jamais rien arrivé sous les yeux des chimpanzés. Par contre, entre eux, oui, il y a des exemples, même si c'est pas aussi facile à observer qu'en captivité. Mais oui, on voit des signes d'empathie entre eux.
Ensuite, sur la réintroduction, effectivement, le premier projet en fait, sur lequel j'ai travaillé en République du Congo, c'était un projet de relâcher de 6 jeunes chimpanzés. Donc c'était le tout début dans une zone où donc, il y avait aussi des chimpanzés sauvages, c'était du renforcement de population. Et les 6 premiers que j'ai suivis ont mis quand même pas mal de temps avant d'avoir un régime alimentaire qui ressemblait à un régime alimentaire de chimpanzé. Donc au tout début quand même, ils goûtaient des toutes petites quantités de plein de choses différentes avant que leur régime alimentaire se restreigne et puis que ces fameuses plantes médicinales, ils continuent à les consommer mais de façon beaucoup plus rare et probablement associée à des symptômes. Et le deuxième groupe qui a été relâché a appris à reconnaître les plantes beaucoup plus vite et c'est vraiment associé au premier groupe qui a été relâché. Donc il semble qu'il y ait vraiment eu un apprentissage bénéfique. C'est exactement ce qu'on observe en fait quand les femelles adolescentes migrent et viennent dans notre communauté. Non seulement elles s'habituent beaucoup plus vite, elles ont beaucoup moins peur de nous, il y a une sorte de contagion de la confiance, mais aussi on voit à quel point leur curiosité est exacerbée, c'est-à-dire qu'elles passent leur temps à observer vraiment très très près les autres individus quand ils consomment quelque chose, comme on a vu là avec la petite femelle qui essayait de prendre dans la bouche. Ça leur arrive aussi d'essayer de prendre dans la bouche d'autres pour goûter ce qu'ils mangent. Et là, il semble que l'apprentissage se fait vraiment rapidement, beaucoup plus rapidement que pour les tout jeunes enfants. Et il y a quelque chose en fait sur l'automédication qui est le premier indice qui a permis aux chercheurs dans les années 75-80 de supposer qu'il y avait de l'automédication. C'est le fait que les chimpanzés ingurgitent des feuilles rugueuses hérissées de petits poils sans les mastiquer. Donc ils les avalent tout rond, et ça ils le font le matin à jeun, au réveil. Donc il peut arriver qu'ils fassent 200, 500, 800 mètres pour aller trouver ces feuilles, les avaler tout rond, et ensuite en fait ça purge et ça expulse du tube digestif les parasites qui étaient dedans. Et ça c'est pareil, il faut beaucoup de temps aux jeunes pour l'apprendre, et toutes les communautés n'utilisent pas les mêmes espèces de feuilles, mais elles ont toute cette particularité d'être très rugueuses. Et par exemple, donc, à Sébitoli, ils mangent 3 voire 4 feuilles différentes. Et ça met vraiment du temps pour que les jeunes l'apprennent. Et donc, comme je vous disais que j'essayais de goûter ce qu'ils mangent, j'ai aussi essayé de goûter ces fameuses feuilles rugueuses. Et c'est carrément impossible de les avaler. Moi, j'ai jamais réussi, parce que en fait, ça donne le cœur, quoi. C'est hyper dur à avaler. Donc je pense que le fait de rouler ça dans la bouche, de beaucoup saliver, ça leur permet, on voit eux aussi, ils ont du mal à déglutir. Donc tout ça, c'est aussi un apprentissage. Oui. Bonsoir, merci beaucoup pour votre intervention. Moi j'avais une question au niveau, quand vous avez découvert que les chimpanzés, les babouins mangeaient les maïs, est-ce que du coup après ça a créé un conflit avec les agriculteurs qui déjà vivent avec peu et qui perdent du coup pas mal de leur culture? Oui, donc en fait, quand on a interrogé les villageois, la première chose qu'ils nous rapportent, c'est le conflit avec les éléphants. Et en fait, pour gérer ce conflit, les rangers du parc ont comme méthode de creuser des tranchées. Donc il y a tout autour du parc des tranchées qui font 3 mètres de profondeur et 3 mètres de large, qui malheureusement sont très mal entretenues. Et donc les chimpanzés, les babouins et les éléphants traversent allègrement pour aller piller. Et donc là, depuis le Covid, en fait, on a créé une petite équipe de ce qu'on appelle les Chiefs Guardians. Donc pourquoi pendant le Covid? Parce que c'était le moment où on craignait énormément la transmission de maladies des humains vers les chimpanzés éventuellement, et on craignait que les chimpanzés soient décimés, voire éventuellement les babouins à cause de la proximité. Et donc ces Chiefs Guardians avaient pour objectif de repousser sans violence les chimpanzés et les babouins, et aussi d'entretenir les tranchées pour essayer de réduire le conflit. Ça marche bien pour les éléphants, parce qu'en fait, à partir du moment où on garde tous les jours, on vérifie qu'ils n'ont pas, parce qu'en quelques heures, ils appuient sur le bord des tranchées pour pouvoir traverser. Et quand on est vraiment attentif et qu'on entretient bien, ça marche bien.
Donc le conflit avec les éléphants c'est un petit peu réduit, mais pas du tout avec les chimpanzés qui en fait s'adaptent très vite au cycle de ronde, et on s'est rendu compte qu'ils étaient devenus nocturnes. Donc il y a 40% des clips qu'on enregistre à la bordure des champs qui se produisent de nuit. C'est-à-dire que soit ils ne vont pas faire leur nid, soit ils redescendent de leur nid pour aller piller le maïs pendant la nuit. En fait, les gens ont une relativement bonne tolérance aux chimpanzés, parce qu'ils ne font pas de gros dégâts par rapport aux éléphants, évidemment, qui endommagent tout, ou par rapport aux babouins qui arrachent sans forcément consommer. Donc ils disent, bah, au moins les chimpanzés, ils prennent et ils mangent. Par contre, ça n'empêche pas les problèmes d'exposition aux pesticides. Donc c'est aussi pour ça que là, on a en plus des projets dont je vous ai parlé autour du thé, on fait des essais en plein champ, on a essayé de trouver des semences pas enrobées pour voir quel rendement on pouvait avoir. Est-ce qu'il y avait beaucoup d'attaques de pathogènes qui expliquent que l'on n'utilise que des semences enrobées de pesticides, ou bien est-ce que ça pouvait marcher, et aussi pour montrer, en tout cas confirmer l'hypothèse que c'était bien ça qui tuait les colonies d'abeilles. Donc là, c'est des expériences qui sont en cours, et on devrait avoir les résultats dans pas trop longtemps. En fait, ce qu'on aimerait, c'est aussi travailler sur le foncier pour essayer d'éloigner un petit peu les champs les plus attractifs et planter en bordure des choses qui pourraient générer des revenus, qui pourraient repousser les animaux, notamment du piment. Mais il faut qu'on trouve la filière pour pouvoir vendre le piment. Voilà, donc c'est là où la recherche est intéressante, c'est-à-dire qu'on commence en se disant on va travailler sur les chimpanzés au milieu de la forêt, on se retrouve à développer un projet d'agriculture de thé à l'extérieur, mais c'est très enrichissant et ça permet vraiment d'ancrer aussi le projet, de faire en sorte que les locaux non seulement aient des emplois, parce que c'est un peu comme dans toutes les campagnes, il y a de moins en moins d'emplois aussi dans ces zones-là. Et puis ça permet de partager et de reconnecter un petit peu cette forêt qui était devenue l'endroit pour les touristes ou les chercheurs. Donc le parc est devenu l'endroit des Blancs et les locaux ont que des inconvénients à vivre à côté. Donc là, en fait, pour nous, c'est vraiment la priorité, montrer que le parc peut générer des choses intéressantes. D'abord, des ressources économiques, parce que quand on meurt de faim, on peut raconter toutes les belles choses qu'on veut sur les éléphants et les chimpanzés et dire qu'ils sont sympas et qu'ils ont de l'empathie et qu'ils soignent. Quand on n'a pas à manger, on n'a juste pas envie de les voir dans son jardin. Voilà, donc ça aussi, c'est du boulot. Et on va s'arrêter là. Merci beaucoup Sabrina Krief d'être venue jusqu'à Clermont-Ferrand. Avec plaisir. Des livres qui vous attendent à la sortie, et on vient de mettre un instant sur Facebook la finition de sa page pour acheter des t-shirts. Vous avez le lien si vous voulez. Bonne soirée.